À la une ce soir, une mission interministérielle en Guyane, annonce faite par le Premier ministre Bernard Cazeneuve une semaine après le début d'un mouvement social sans précédent dans la région. Nous reviendrons sur le point aujourd'hui. À la une également, le témoignage d'une maman guadeloupéenne après l'agression de son fils de 10 ans par des camarades de classe. Des faits qui se sont déroulés dans l'Hexagone. Elle a décidé de porter plainte. Vous l'entendrez dans quelques instants. Exercice de simulation de catastrophes naturelles aux urgences de CHU de Fort-de-France. Ce matin, une dizaine de faux malades pour clôturer l'exercice Richter-séisme. Vous découvrirez les réactions des soignants. Un nouveau venu aux eaux du Carbet, un bébé jaguar, un phénomène exceptionnel pour des animaux en captivité. Le petit félin se porte bien. Depuis le début de la semaine, sa maman a pu quitter sa loge et trouver ses marques dans un enclos. Et puis, nos invités ce soir, Canel Léger avec son entraîneur, la Martiniquaise déjà en ligne de mire pour les championnats du monde, vient tout juste d'être auréolée par son nouveau titre de championne de France en savate boxe. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La Guyane se prépare à une nouvelle nuit de tension. Cela fait maintenant 7 jours que ce département est frappé par une crise sociale sans précédent. Routes barrées, écoles fermées, les vols long courriers n'atterrissent plus à l'aéroport Cayenne Félix Éboué. Cet après-midi, le Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé la venue d'une mission interministérielle dans les plus brefs délais afin de répondre aux doléances de la population. Aujourd'hui, plusieurs personnes se sont ruées au sein des supermarchés. On fait le point avec nos collègues d'ATV Guyane. Après 5 jours de blocage du port de Dégradé-Cannes, cette grande surface est prise d'assaut. Les consommateurs se dirigent essentiellement vers les biens de consommation quotidiens. Vu la situation, cette mère de famille préfère se prémunir du manque. Si ça bloque, nous pas rester fait. Si la France vient, bon, ça débloque. Mais si la France ne vient pas, alors ça va chauffer. Pour ces deux consommateurs, pas de crainte à avoir. Le mouvement est légitime, même s'il cause des désagréments. C'est pas une psychose non plus, hein. On n'est pas en guerre, on est juste dans une période un peu difficile, c'est tout. Hein. La population guyanaise, on a assez. Notre pouvoir d'achat diminue de jour en jour, même si nous travaillons, c'est inadmissible. Non, je n'ai peur de rien, donc c'est dans mes habitudes de faire des courses chaque vendredi, donc je le fais aujourd'hui. Dans ces rayons de produits frais, certains articles manquent déjà. En début de semaine, 2 bateaux, l'un venant des Antilles et l'autre d'Europe, ont dû réappareiller, sont déchargés. Conséquence ? On va vite être en termes de produits frais dans des situations potentielles de raréfaction de la marchandise. Et le stock est pas énorme. Si on parle de produits frais, on va tenir juste uniquement quelques jours parce qu'après on n'aura plus de ravitaillement en provenance de l'Europe. Donc on n'aura plus que les produits fabriqués localement ou cultivés localement. Une partie des conteneurs ont été expédiés au Suriname, à Carthagène et à Port-of-Spain. Leur réacheminement vers la Guyane sera pris en charge par l'assurance de ce distributeur. Il va rester à charge de nos entreprises les frais de dédouanement classiques, comme si le conteneur était arrivé au port de Dégradé-Cannes. Simplement des problèmes, des coûts supplémentaires de retard de marchandises, donc de mévente alors qu'on attendait les produits, et puis d'étranglement, de goulot d'étranglement quand la situation va redevenir normale, où il va falloir traiter ces conteneurs supplémentaires qui sont partis à droite et à gauche, dans toute la Caraïbe, pour les faire revenir. Donc des coûts qui sont invisibles, mais qui vont être surtout des coûts de temps passé par les équipes, et qui, quand elles ne feront ça, elles ne feront pas autre chose. Est-ce que ces coûts invisibles vont être totalement invisibles, c'est-à-dire jusqu'aux consommateurs ? Ah oui, ils vont être invisibles aux consommateurs. Ça fait partie de notre travail quotidien, et c'est notre travail de logistique au quotidien. Donc pas de répercussions ? Pas de répercussions sur nos prix de vente, bien sûr que non. Pour l'instant, cette grande surface reste ouverte en journée continue. Aucune certitude sur la reprise des horaires normaux. Voilà pour les conséquences sur les supermarchés. Je vous rappelle que le port de Dégradé-Cannes est donc bloqué. L'aéroport Cayenne Félix Éboué est également bloqué. Difficile de s'y rendre pour prendre donc les vols. Je vous rappelle que les vols entre Cayenne et Paris ont été annulés. Air France a annoncé cet après-midi dans un communiqué que les vols entre les Antilles seront maintenus. Pourtant, le vol de ce soir, donc Fort-de-France-Cayenne, en tout cas Cayenne-Fort-de-France, n'a pas eu lieu. Il était annulé par la compagnie. Celui de la mi-journée a tout de même été maintenu. Alvin Corsi et Michel François se sont rendus à l'aéroport Aimé Césaire pour recueillir les réactions des passagers. Écoutez. Nous, on a passé 2 barrages depuis le centre de Cayenne pour atteindre l'aéroport. 2 barrages où on a laissé passer en tant que piéton sans problème.
On s'est organisé avec nos collègues pour se faire attendre à chaque bout de barrage. J'ai cru comprendre que plus tard dans la matinée, c'était un peu plus compliqué, il n'y avait plus de possibilité de passer à pied. Et nos collègues qui devaient rentrer sur Paris, leur avion a été annulé. Donc ils vont attendre de voir comment ça se débloque. Sur le barrage, c'est sécurisé, mais c'est le cas au complet parce qu'il y a des villes on ne peut pas sortir. Moi, j'étais à Saint-Laurent, ma voiture était garée, je ne peux pas aller dans le centre de Saint-Laurent. Ouais, on était enclavés, quoi. On ne pouvait pas sortir. Si vous voulez aller à Kourou, vous ne pouvez pas entrer dans la ville à Kourou avec votre voiture. C'est comme si on barrait la route de Fort-de-France et vous voulez aller à l'aéroport, vous ne pouvez pas. 2009, ça ressemble à 2009. Vous pensez que ça va venir jusqu'ici en Martinique? Je ne sais pas, peut-être par solidarité. Hein. Oui, je pense. Le combat est juste, moi je pense. Bon, effectivement, ce matin, j'ai pris un peu, il y avait 3 barrages pour arriver à l'aéroport, mais effectivement, les gens se sont relayés. Je suis passé d'un barrage à un autre avec des collègues qui m'ont ramené jusqu'à l'aéroport. C'est vrai qu'ils sont très pacifiques. Bon, c'est vrai, il y a quelques débordements par quelques individus qui essaient, comme un peu partout, en période de grève. Mais honnêtement, je pense qu'il faut qu'ils y arrivent parce qu'effectivement, le pays souffre. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la crise qui touche la Guyane. Restez informés sur nos pages Facebook et Internet ATV Guyane et ATV Martinique pour des informations. On continue. L'horreur à Lyon, un enfant de 10 ans agressé par ses camarades en raison de sa couleur de peau. Les faits se sont déroulés la semaine dernière et cachent en réalité plusieurs années de souffrance pour le petit Loïc d'origine guadeloupéenne et quotidiennement harcelé. Sa maman a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Elle dénonce l'inaction des services de l'État. Le reportage de notre correspondante sur place, Solène Boissaille. 3 ans de cauchemar. Pour Loïc, l'école est devenue une épreuve quotidienne, synonyme d'agression, de maltraitance et d'humiliation. À 10 ans, le jeune garçon ne veut plus y retourner et développe des tendances dépressives et suicidaires. Le 14 mars, c'est la journée de trop. Sa maman est à bout. Je l'ai appris tout par hasard en appelant l'établissement. Et c'est à ce moment-là que la directrice me dit « mais il y a eu quelque chose avec votre fils ». J'ai craqué, que j'ai dit mais c'est pas possible, comment ça se fait? Et je lui ai expliqué que Loïc disait souvent qu'il en avait marre, qu'il voulait aller au paradis, que est-ce que si il mettait fin à ses jours avec la corde à sauter de sa sœur, est-ce qu'on l'embêterait plus? Ces injures raciales, elles durent depuis 3 ans. Les parents ont tout essayé, alerté le corps enseignant et même les services de la ville. Mais ils assurent que rien de concret n'a été fait pour mettre un terme à la souffrance du petit Loïc. Souvent, quand je venais pour dire ben voilà, il y a eu encore ça, on me dit mais oui, mais votre fils il cherche. Oui, mais il y a eu ça avant. Comme si ça discréditait sa parole en fait. Est-ce que ça mérite qu'on lui abîme le nez par un coup de poing? Est-ce que ça mérite qu'on le traite de macaque, de babouin et qu'on lui offre une banane? Est-ce que ça nécessite qu'on lui demande de s'ouvrir la main pour voir s'il a le même sang que les autres? Des comportements et des propos d'une extrême violence qui choquent les parents d'élèves de l'école primaire Marcel Pagnol, où a eu lieu le drame. Ça pourrait être une de mes filles, ça pourrait être un autre enfant, c'est pas normal, voilà. Alors après, est-ce que les professeurs l'ont pas vu, est-ce que les parents n'ont pas su déceler, ou est-ce que ça vient un petit peu d'eux aussi? Voilà, c'est compliqué à savoir, mais dans des écoles, j'estime que la violence n'a aucune place. Une chose positive en ressort pourtant. Depuis l'agression de Loïc, des dizaines de plaintes concernant des agressions d'élèves sont remontées dans la région en l'espace d'une semaine. Dans tout l'Hexagone, on estime à 7% les enfants victimes d'agressions par leurs camarades au sein de l'école primaire. Retour en Martinique, plus précisément au CHU de Fort-de-France pour une simulation organisée au service des urgences dans le cadre de l'exercice Richter. Il s'est terminé aujourd'hui avec plusieurs dizaines de faux blessés rapatriés au CHU. Objectif, entraîner le personnel hospitalier à la gestion d'une catastrophe naturelle. Reportage, Alvin Courcy, Michelet François. J'ai mal. J'ai mal aux jambes. On vient de me secourir, j'ai mal aux jambes. Le séisme a eu lieu à 6h du matin et les premiers blessés affluent aux urgences du CHU. La situation semble bien réelle, mais c'est pourtant une simulation. Un car est arrivé avec des victimes. Combien 28 victimes, valides et non valides. Donc on va dire des urgences absolues et des urgences relatives. Et là on essaye d'évacuer les gros malades rapidement par le vial du SMUR, puisqu'il y a tellement de patients, pour les emmener directement sur le plateau technique pour les prendre en charge rapidement. Une fois pris en charge à la sortie de l'ambulance, les blessés sont immédiatement diagnostiqués par les médecins. Ça vous fait mal là? Oui. D'accord. Là vous avez mal?
J'arrive pas à bouger le bas du ventre. Ça me lance. Je voudrais avoir des nouvelles de ma fille aussi. Je ne sais pas où est ma fille. Le débriefing de ce matin, là, il y a 2-3 minutes, nous a permis de relever un certain nombre de difficultés, de choses qu'on doit améliorer, notamment sur l'organisation, sur le brancardage, sur la coordination de l'ensemble des différents services qui vont intervenir. Et donc après, à froid, on aura des informations un petit peu plus précises pour pouvoir voir ce qu'on va concrètement améliorer. Puis après, on va inscrire ça dans des organisations qui sont notamment le plan blanc, qui nous explique un petit peu comment, quand une situation un petit peu inopinée et de grande ampleur survient, comment on doit s'organiser. Alors que brancardiers, infirmières et médecins s'activent dans les couloirs du nouveau plateau technique, une cellule de crise au premier étage tente de gérer au mieux la situation. Et nous devons répondre à toutes les demandes d'arriver, quel que soit le nombre de victimes, avec bien sûr, il peut y avoir une saturation à un moment donné, mais pour l'instant ça s'est bien passé, nous n'avons pas eu de saturation, nous avons pu répondre à toutes les demandes sur le plan médical et paramédical. L'opération a été rendue possible malgré la grève au CHU qui s'est terminée hier. Elle dénonçait un manque de moyens humains et matériels qui pourrait, en temps de catastrophe naturelle réelle, devenir dangereuse et aggraver le bilan humain si aucune aide ne venait rapidement de l'extérieur. On peut manquer à un moment donné de certains équipements médicaux, on peut manquer de sang, on peut manquer de médicaments au bout de quelques jours, on peut manquer de lits aussi s'il y a trop d'hospitalisés, on peut manquer de blocs opératoires, etc. Et ça, sur une courte durée, on peut faire face. Sur une durée beaucoup plus longue, là, effectivement, on est devant cette difficulté et on peut, c'est sûr qu'on peut être en difficulté, bien sûr. Pour que cette simulation soit possible, une mobilisation d'une centaine de personnes de l'ARS, des pompiers, du SAMU et de l'hôpital a été nécessaire. L'opération s'est terminée en fin de matinée. Voilà pour ce reportage. Ces chiffres maintenant de l'INSEE sur le logement en Martinique. Il y a moins de propriétaires sur notre île et les demandes de logement, en tout cas les déménagements, ils sont plus faibles que dans le reste de la France. Ce sont donc l'un des enseignements qui ont été révélés ce matin par l'INSEE. Explication, Guy-Raphaël René. Devenir propriétaire de son logement, un rêve partagé par nombre de Martiniquais. Mais l'accès à la propriété n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, qui n'ont pas de moyens, qui ne pourront pas s'acheter, qui ne peuvent même pas déjà payer un loyer, alors voir s'acheter. J'aurais bien aimé, mais ça ne serait pas possible. Le parcours financier, les banques, retrouver le terrain, la maison, c'est assez difficile, hein, c'est pas facile du tout. Les crédits immobiliers qui sont très difficiles à avoir. Je suis à la retraite, je ne pense pas que les banques vont pouvoir s'engager à me payer quoi que ce soit. Selon une étude récente de l'INSEE, la Martinique compterait une faible proportion de propriétaires. Lorsqu'en Guadeloupe, le chiffre atteint les 59%, dans l'Hexagone 58%, la Martinique, elle, se situe à 55%. C'est très difficile, surtout ici. C'est beaucoup plus difficile en Martinique, oui, beaucoup difficile. Une particularité qui s'expliquerait par la multiplication des opérations de résorption de l'habitat insalubre, lors desquelles de nombreux propriétaires sont réduits au statut de locataires, comme ici dans ces bâtiments vieux de 50 ans à Cité-Bonheur, où plus de 200 résidents doivent être expropriés dans le cadre de nouveaux projets immobiliers. On nous dit que maintenant, quand tu es propriétaire, on nous dit que dorénavant, vous serez locataire, et puis on vous donne une somme dérisoire, et puis on vous dit que vous serez locataire à nouveau. 35 000 €, oui, on vous donne 35 000 €, mais vous dégagez du bâtiment pour devenir locataire. D'autres facteurs conjoncturels comme les prix élevés de l'immobilier et les difficultés à obtenir un crédit sont également en cause. Autre particularité de la Martinique, selon la même étude, la mobilité résidentielle serait elle aussi faible. Environ 66% des ménages occupent le même logement depuis plus de 8 ans. Si vous changez de logement, ça devient déjà beaucoup plus cher, voyez. Donc les logements anciens sont déjà moins chers que les logements nouveaux qu'ils font à l'heure actuelle. Oui. Donc là où on est en endroit, il vaut mieux rester. Aujourd'hui, en 2017, les loyers sont très chers, le mètre carré est très cher. Ça va, là où je suis bien, ça va. Selon l'INSEE, entre le début des années 80 et 2013, le nombre de logements en Martinique aurait doublé. Il y a 4 ans, il était à 204 200 logements. Mais depuis 2006, cette hausse s'est considérablement ralentie.
On continue de parler de logement. Un nouvel abri pour les sans domicile fixe, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il a été inauguré ce matin au Terre-Saint-Ville, un ancien bâtiment rénové par la Croix-Rouge. La structure qui pourra accueillir des hommes en situation d'exclusion dans des chambres individuelles, comme vous pouvez le voir, équipées de salles de bain et d'un coin cuisine. 2 chambres sont réservées aux personnes en situation de handicap. On écoute les réactions de Myrlène Liméry, l'une des responsables du service, interrogée par Loïc Régis. Accueille sur ce lieu 10 personnes, 10 hommes particulièrement, âgés en fait adultes, pour une durée de 6 mois et qui peut être prolongée. Ce centre d'hébergement et de réinsertion sociale permet aux usagers qui ont eu un parcours de vie assez difficile de trouver un lieu de passage pour se réinsérer. Une chose est sûre, ça leur redonne vie. Je dois dire que du fait des expériences passées, très peu de bénéficiaires sont partis et sont retombés dans la rue. Ça, c'est déjà quelque chose. L'intérêt pour nous, c'est d'amener à ce qu'ils aient une vie sociale normale et surtout qu'ils ne perdurent pas dans ce centre. Restez avec nous à suivre dans votre journal. Les concessionnaires automobiles à la recherche du vendeur idéal. Un recrutement ouvert à tous est organisé. Nous avons assisté à l'une des épreuves. Dans votre JT des communes, nous prendrons la direction du zoo du Carbet pour prendre connaissance d'un bébé jaguar né en captivité. Et puis les préparations du welcome en vue du trophée de la Côte-Caraïbe. Nous avons rencontré les jeunes autour de l'embarcation. Ils ne seront donc que 3 à avoir le poste de vendeur de voitures dans une concession automobile. Le défi vendeur, lancé par plusieurs entreprises du secteur et par Pôle emploi. Il s'agit en fait d'un recrutement ouvert à tous, quel que soit le parcours scolaire. Seul compte la motivation. Yoann Boulard a pu assister à une épreuve pratique de sélection cette semaine. Regardez le reportage. Vous allez pouvoir voir plus en détail avec la spécialiste des financements, Madame X. Elle va... Qui est sur place. Oui, elle est sur place. Dès qu'on a fini l'entretien, je vous dirigerai. Ce candidat est en plein exercice. Après une formation de 2 heures, il développe son argumentaire pour séduire son prospect. Ça s'est très bien passé. Je viens de sortir de la simulation de vente. J'ai pu vendre mon véhicule, donc je me sens très satisfait. Dans tous les examens, on a toujours un peu d'appréhension, mais pas plus que ça. Merci. C'est maintenant au tour de John de faire preuve de persuasion. Donc à partir de 12 988 €, le modèle qu'on aurait, c'est une 3 portes en blanc. J'étais devant un jury professionnel, donc un jury assez expérimenté. J'ai eu un client fictif, mais qui avait l'air vrai. Et j'ai répondu à ses attentes, puisqu'il m'a dit que je lui ai vendu le véhicule qu'il lui fallait. L'opération est une initiative du Pôle emploi en partenariat avec des concessionnaires. Cette nouvelle méthode de recrutement pourrait permettre d'abattre certaines barrières. La valeur d'un tel défi est de permettre donc à ces personnes qui sont finalistes, ceux qui seront recrutés dans les concessions, donc 5 personnes, de pouvoir bénéficier d'un contrat de travail. Alors certes, dans un premier temps, c'est un contrat à durée déterminée, mais ça représente pour eux vraiment l'opportunité de mettre le pied à l'étrier, puisque nous le rappelons, nous sommes sur des profils qui n'avaient jamais travaillé dans le métier et qui, sans cette forme innovante de recrutement, n'auraient peut-être pas eu l'opportunité d'être retenus dans ces concessions. Si le défi permet de donner à chacun sa chance, il faut tout de même faire preuve d'atouts convaincants de la première à la dernière étape. Pour recruter les 12 premiers présélectionnés, nous sommes partis sur des entretiens professionnels, des entretiens au cours desquels on a essayé d'identifier le projet professionnel du candidat, sa volonté d'être vendeur et sa capacité à créer du résultat. On voulait tester comme en laboratoire d'une certaine façon leur capacité à enregistrer de l'information et de la formation et à la restituer dans le cadre d'une simulation de vente. Et je vous assure qu'on était carrément surpris. L'initiative est une réponse à un besoin réel du secteur qui connaît un regain de vitalité. Les lauréats viendront étoffer les effectifs des 120 vendeurs automobiles déjà en activité en Martinique. Bonne chance aux candidats. Suite et fin de la semaine de l'industrie. La 7e édition s'est achevée ce matin avec des récompenses pour les chefs d'entreprise. Le prix du capitaine de l'industrie a été décerné à Laurent-Hugues Despointes, PDG du groupe d'Antiglas. Écoutez la réaction de la directrice générale d'Antiglas, puis celle du président de la Chambre de commerce et d'industrie. Tous deux, ils répondent à Yoann Boulard. Je crois que c'est la reconnaissance d'un long parcours d'industriel. Et c'est un prix qui
récompense Monsieur Despointes, mais qui récompense également tous ses collaborateurs qui, à ses côtés, ont réussi de faire du groupe Antilles-Glace aujourd'hui ce qu'il est. Nous avons également des entreprises comme la société Denel, qui a mis en place toute une économie circulaire qui a pu être montrée aux visiteurs lors de la visite de lundi, où on utilise le broyat des fruits pour faire du compost, où on utilise l'eau propre de la station d'épuration pour irriguer les champs. Donc nous essayons d'œuvrer autant que faire se peut à rendre l'industrie propre et la plus propre possible. Cette semaine est importante parce qu'elle permet de changer l'image. Elle permet de changer l'image que les jeunes ont des métiers de l'industrie. Ça leur permet de noter qu'il y a, au-delà des métiers historiques et traditionnels, de nouveaux métiers qui apparaissent dans l'industrie. Des métiers qui demandent plus de formation, plus de technique et qui nécessairement sont mieux valorisés financièrement. Une semaine enrichissante qui se clôture, comme à l'accoutumée, par la désignation du capitaine d'industrie. On reste dans le monde de l'entreprise avec la mise en place d'une plateforme Internet par le Centre international d'opportunités d'affaires de Martinique, réuni à Ducos, un outil pour plus de visibilité pour les entreprises de la ville, selon le président du CIOA interrogé par Luis Sabas. On l'écoute. Ce que nous portons aux entreprises, c'est ce qui est fondamental aujourd'hui pour se développer donc, dans une économie connectée, c'est-à-dire d'abord des systèmes d'information qui leur permettent donc de pouvoir mettre leur entreprise au carré, s'organiser en fonction de l'état de l'art, mais aussi nos outils les ouvrent à des communautés d'affaires internationales, puisque nous sommes, nous, CIOA, nous animons une communauté donc, de 400 000 entreprises dans le monde, soutenues par 200 experts et 2000 co-développeurs, qui sont des courtiers, des forces de vente, et précisément par la mise en place donc, de IDUCOS, qui est la plateforme d'animation économique que nous avons mise en place pour l'Amérique du COS, nous permettons aux entreprises de disposer de ces outils sur place et nous leur permettons aussi de s'interconnecter, de se connecter à nos acteurs internationaux, à nos membres à l'international. D'ailleurs, nous avons ici, nous exposons des offres d'affaires de plus de 200 entreprises de notre réseau qui veulent chercher des partenaires en Martinique. Sur tous les tableaux, c'est ce que nous présentons. Et en fin de compte, c'est aussi dans une économie qui est ouverte aujourd'hui, c'est impensable que des entrepreneurs martiniquais puissent penser que le monde, c'est les 80 km de la Martinique. Ouvrons une page sport dans ce journal avec d'abord nos invités. Ce soir, Canel Léger et Thierry Luison. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Canel Léger, vous venez donc de rafler le titre de championne de France de boxe savate. Savate boxe française. De savate boxe française. Donc c'était le 18 mars dernier à Paris. Vous venez d'ailleurs avec votre trophée que l'on voit, votre médaille. Est-ce que c'est une consécration pour vous, ce nouveau titre ? Une consécration, oui et non, parce que c'est plus le début de quelque chose, vu que nous comptons aller jusqu'au championnat du monde, le refaire en Martinique. Et il faut savoir que c'est la championne du monde de France seulement qui fait les championnats du monde. Donc si j'avais perdu ma finale, je n'aurais pas pu participer au championnat du monde. Les championnats du monde, c'était déjà votre objectif ? Oui. Donc je suis championne du monde 2015 et je voulais doubler mon titre, donc championne du monde 2017, sachant que c'est tous les 2 ans. Et le championnat du monde, les tours de poule ont lieu en Croatie en juin. Donc j'ai une préparation en équipe de France dans 3 semaines, en avril et une deuxième en mai. Et en juin, on part tous avec l'équipe de France en Croatie. Et puis après, si je suis en finale du championnat du monde, on essaiera de le réaliser en Martinique pour l'acte 2. Alors parlez-nous de la compétition. Est-ce que cette année, vous pensez avoir trouvé en face de vous des adversaires à la hauteur ? Oui, parce que j'ai rencontré la championne du monde ASSO, donc c'est de la technique, et la championne d'Europe, donc celle qui a gagné les Europes l'année dernière. Donc le niveau était assez élevé. On a commencé en janvier avec les tours de poule, la demi en février et la finale en mars. Et on s'est entraîné avec Thierry, on s'est entraîné assez dur. C'est un entraînement bi-quotidien. Le matin, on fait la musculation, le soir, on met les gants. Et ça nous a permis d'arriver au plus haut niveau le 18 mars à Paris. Alors Thierry Luison, vous l'entraînez depuis près d'une dizaine d'années, depuis 7 ans maintenant. Quelle est sa marge de progression ? Elle est énorme encore, sa marge de progression. C'est une femme qui en veut, qui est très déterminée. Et là, comme elle a prouvé en 2015 avec son titre de championne de France, elle a remis ça encore, championne de France. Elle veut faire les championnats du monde. Et je pense qu'elle peut aller encore
elle peut encore continuer. Elle a vraiment une très très grande progression à faire. Alors, quelles sont les valeurs qui sont véhiculées par ce sport? Est-ce que ce sont les mêmes que les autres valeurs dans les autres sports de combat? C'est l'esthétique, c'est la gestuelle, c'est jouer avec son partenaire, le cogner, mais en même temps marquer des points. C'est tout un jeu, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. C'est vraiment une très bonne discipline. Alors, la savate boxe, vous êtes entraîneur ici en Martinique, vous avez une centaine de personnes dans votre club. Est-ce que selon vous, ce sport est attrayant, notamment pour les jeunes? Oui, bien sûr. Maintenant, il faut qu'ils soient vus, un peu plus vus comme là. Bon, grâce à Canel, ça va, je pense, ça va les attirer de boxer, d'être vus aussi. Et puis, on organise de temps en temps des petites rencontres à l'IMS, 2 fois par trimestre, des jeunes du club qui viennent s'échanger un petit peu et puis pratiquer. Alors Canel, comment vous allez préparer donc ces championnats du monde pour essayer donc de garder votre titre? Le programme est intense? Oui, parce que je vais partir, comme je vous ai dit, dans 3 semaines. J'ai rendez-vous, on fait à Fontainebleau la première préparation en équipe de France. Et l'équipe de France, les entraîneurs nationaux nous font nous entraîner 2 à 3 fois par jour, en comptant évidemment les réunions qu'on a avec le préparateur mental ou le passage chez le kiné et l'ostéo. Donc ça fait des entraînements intenses. On s'entraîne sur une semaine, de lundi jusqu'à dimanche. Après, je vais revenir en Martinique parce que je vis ici et mon entraîneur, il est ici. Donc je continue ma préparation et je vais repartir pour le 2e stage équipe de France. Eh bien, bon courage à vous. Donc rendez-vous au championnat du monde l'année prochaine? Oui. Rendez-vous en octobre. C'est pas l'année prochaine, c'est cette année. Octobre de cette année. C'est cette année. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et on parle toujours sport. Parmi les rendez-vous de ce week-end, le déplacement de la sélection martiniquaise en football. Les Matininos seront à Barbade pour les préparatifs de la Coupe des Nations de la Caraïbe. Il y aura aussi du basketball avec les suites des quarts de finale de la Coupe Martinique. On voit le programme avec Eric Chassol. En football, la sélection de la Martinique entre dans la phase active de sa préparation à la Coupe des Nations de la Caraïbe, prévue en juin chez nous. Les Matininos, renforcés par seulement 2 professionnels, Julien Faubert et Kevin Olempa, disputent 2 matchs amicaux. Le premier dimanche à Barbade, puis le 28 mars au Guyana. Football toujours, suite de la 20e journée du championnat de Régional 1. Débutée mardi, elle se poursuit ce soir 20h par le match US Diamantinoise Excelsior au Diamant. Une rencontre clôturera cette 20e journée demain, 19h. En basket, les quarts de finale de la Coupe de Martinique débutés mercredi se poursuivent ce week-end. Chez les femmes, ce soir 20h, 2 matchs. CS Vauclinois Golden Lion au Vauclin et Black Star Gauloise au Saint-Esprit. Chez les hommes, 2 rencontres sont prévues demain, 19h. Ces quarts de finale se refermeront mardi prochain. Handball féminin, la 16e journée du championnat de prix national débute ce soir 20h par 3 matchs. Sainte-Anne Cap 110 Réveil Sportif à Saint-Joseph, Gauloise Aiglon à Trinité et Ujiwodout SC Lamantinois à Corridon. Cette journée se poursuivra demain 18h30 avec un intéressant AS Mondes Arsenal et elle se refermera mercredi prochain. Chez les hommes également, 3 matchs sont prévus ce soir. Tout d'abord à 20h, TS Franciscain Club Péléen au François. Puis à 21h30, Sainte-Anne Cap 110 Réveil Sportif à Saint-Joseph et Gauloise ASC Ducos à Trinité. Cette journée se clôturera mercredi prochain. En volleyball féminin, dans le groupe 1, début ce soir 19h30 de la 5e journée de la phase 3 du championnat, le pôle reçoit le Rayon. Demain 19h, un choc est prévu. Dans le groupe 2, 2 rencontres auront lieu demain à 19 et 20h. Chez les hommes, la 7e journée de la 3e phase du championnat débutée hier se poursuit demain 20h30 avec notamment le choc Éveil-Rayon. En cyclisme féminin, première manche dimanche du premier challenge des Féroce Girls. Au menu, 47 km au Robert, départ 14h. À noter en bref qu'il y aura du tennis de table avec la Coupe de Martinique, du tennis avec les finales jeunes, ainsi que de la gymnastique. Les récompenses du Carnaval 2017, le Vaval d'Or a été décerné hier soir au parc Aimé Césaire, au Grand Carbet, Bradjac, char à pied, groupe à pied, mariage burlesque et prix spécial. Les lauréats ont été récompensés dans 5 catégories. Parmi les heureux élus, Diffé Nampaille qui décroche le Vaval d'Or du groupe à pied. Également récompensé le Bois-Jack de Rodolphe Camille, symbolisant le trône du Diable Rouge et sa monture. Ambiance et réaction recueillies par Michelet François.
On a fait du recyclage, on a travaillé avec des bouteilles en plastique qu'on a associées avec ce qui est à nous, le Bacroix. Et bien sûr, notre thème c'était explosion de couleurs à travers les feux d'artifice. Et je pense effectivement qu'on a fait la différence, certes avec les costumes, mais la musique était là puisque nous avons sorti également un CD qui a eu un vrai succès. C'est très important parce que ça me permet de montrer un petit peu à tout le monde que les Bois-de-Jacques ne font pas que du bruit et qu'ils savent faire de belles choses aussi. Il ressemble à un diable rouge avec, enfin on va plutôt dire une monture de diable rouge. Donc il avait un trône, il avait la tête d'un diable rouge, les dents, enfin tout ce qu'il fallait pour un diable rouge avec les cornes, tout. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail qui est fait par ces gens pour que cet événement, qui est un grand événement à la Martinique, puisse s'exprimer. Et donc il faut à un moment donné reconnaître le travail qui est fait par tous, par les organisateurs, mais aussi par les carnavaliers. La suite des rencontres cinéma avec une réunion de professionnels aujourd'hui à la salle Aimé Césaire de l'Atrium sur le développement du cinéma en Martinique, composé de producteurs, d'auteurs, de réalisateurs et de techniciens des métiers de l'art audiovisuel. On voit cela avec Christian Emmanuel et Marie-Hélène Léotin. Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue. Des rencontres professionnelles ont eu lieu ce matin en salle Aimé Césaire de l'Atrium. Un programme bien chargé avec comme thème principal le développement de la production cinématographique en Martinique. C'est un secteur de développement économique fondamental en Martinique qui, je pense, qui peut vraiment amener des emplois à très court terme. J'en veux pour preuve tout simplement que l'industrie cinéma est l'une des premières industries au monde, si ce n'est la première. Un secteur qui peine à avancer, faute de structure, comme un bureau d'accueil des tournages. On manque de structure chez nous. Alors oui, on arrive malgré tout à produire des choses de qualité, des courts-métrages, du documentaire, de courts ou longs, mais c'est vraiment le parcours du combattant. Nous défendons évidemment le BAT, le bureau d'accueil des tournages, qui est un des outils essentiels. On n'a pas encore de date par rapport à un calendrier, mais on sait que c'est une des actions fortes. Et évidemment, la signature de la convention avec le CNC. L'an dernier, les échanges avaient fait émerger un groupement de producteurs et une association d'auteurs-réalisateurs de Martinique. Les professionnels espèrent que cette année, ces rencontres aboutiront encore sur des engagements concrets. S'il vous plaît, j'entends vos questions. N'attendez pas que je vous réponde aujourd'hui même. Pour le moment, il n'y a pas de calendrier précis, c'est-à-dire que tout est en diagnostic, tout est en évaluation, en fait tout le monde se prépare, peut-être pour faire de belles choses, mais nous professionnels, ce qui est important, c'est est-ce que nous pourrons tenir jusqu'à ce que tout soit prêt, Ce soir à 20h30 à l'Atrium, vous aurez la possibilité de découvrir Ciné Roulé, un road movie de Fabienne Aurin-Chaumot en présence de Jean-Marc Césaire. Une plongée dans le militantisme culturel pour un film documentaire sincère et touchant. C'est une volonté d'émancipation qui nous a poussés à créer Ciné Roulé. C'est un travail pour amener plus de public encore au cinéma, parce que vous avez des gens qui habitent dans les communes extra-périphériques, Côte-sous-le-Vent ou Nord-Grande-Terre, qui, s'ils n'ont pas de véhicule, le soir, ne peuvent pas aller au cinéma. Demain samedi, dernier jour des rencontres cinéma Martinique, la soirée de clôture en salle Aimé Césaire de l'Atrium se fera en entrée libre. Au programme, les remises de prix et projections des œuvres primées en court-métrage, documentaires et clips. Voilà pour le programme. Rendez-vous demain donc pour notre dernier reportage sur les rencontres cinéma. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. On commence avec ce visage attendrissant, celui d'un bébé jaguar, qui est donc le nouveau venu du zoo du Carbet. Un phénomène assez exceptionnel pour des animaux qui sont en captivité. Le petit félin se porte bien, il n'a pas encore de prénom. Depuis le début de la semaine, sa maman a pu quitter sa loge et trouver ses marques au sein de son oncle. Le reportage de Loïc Régis. Voici la petite dernière du zoo du Carbet, un bébé jaguar de 2 mois,
Un véritable spectacle pour les visiteurs. L'animal, jusqu'à maintenant protégé dans sa loge, est sorti pour la première fois cette semaine. J'ai l'impression d'être avec eux, dans leur milieu naturel. Voilà, j'ai bien aimé ce petit bébé. C'est la première fois que j'en vois vraiment de près. C'est bien de voir des animaux avec leurs petits. C'est comme des bébés, hein. C'est la même chose, quoi. C'est la première fois que je viens en Martinique et ma foi, j'avoue que c'est une énorme surprise. Franchement, c'est adorable, c'est superbe. Là, c'est original, j'aurais pas cru voir ça en venant ici d'ailleurs. Cette naissance est un phénomène inédit. Les jaguars se reproduisent rarement en captivité. La petite est en pleine forme et prend ses marques dans l'enclos. Elle joue, elle s'amuse dans l'enclos, elle reste toujours auprès de sa mère. Donc elle est assez épanouie. Donc on est quand même assez content et fiers justement qu'on ait une grande première en Martinique déjà et dans un zoo en captivité, une portée d'une femelle jaguar. Le bébé est sous la surveillance assidue de sa mère, mais aussi des soigneurs. Le petit est quand même assez contrôlé tous les jours. On a les soigneurs qui viennent nettoyer, donc ils profitent de regarder comment elle se porte, s'il y a un changement au niveau du comportement. Mais on évite de rentrer en contact directement avec elle. Il faut laisser la maman faire les choses. On a vu que dès le départ, elle s'en est occupée. Donc ça nous a rassurés aussi. Pour l'instant, le petit félin n'a pas de nom. Ce n'est pas un oubli. Les responsables du zoo souhaitent mettre le public à contribution. Nous lançons dès ce week-end un concours qui va permettre au public, aux visiteurs, de nous proposer des prénoms pour la petite. Et donc il y aura un jury qui va déterminer quel prénom va être choisi. Avec bien sûr, on récompensera les personnes qui auront eu l'excellente idée et trouvé le plus joli prénom. Et donc voilà, c'est à suivre sur notre page Facebook, après sur le site du zoo, et également bien sûr sur place. Donc on attend plein d'idées, on compte vraiment sur le public. Avis aux curieux, la mère et la petite ne sortent que les mercredis, samedis et dimanches. Espèce menacée, le nombre de jaguars est en diminution sur la planète. Ce carnet rose est d'autant plus précieux pour les équipes du zoo du Carbet. Voilà, bonne chance à ce petit bébé jaguar. On poursuit ce JT des communes avec la préparation d'une embarcation donc, pour la compétition, donc les trophées de la Caraïbe. Nous nous sommes rendus, Hubert Bolil s'est rendu à la rencontre de jeunes qui préparent le Welcome, donc une embarcation qui va participer à cette compétition. Regardez le reportage. Les gars, ça va, c'est pas trop dur? C'est ainsi que l'on se charge de la transmission dans l'équipage Welcome. C'est une affaire de famille, les jeunes, les plus anciens. Tout le monde participe à la réparation, en tout cas à la préparation de l'embarcation. Welcome 1 est l'objet de tous les soins en ce moment. Dans l'entourage de l'équipage, l'objectif étant de se donner les meilleures chances afin d'affronter les prochaines compétitions, dont la fameuse Côte Caraïbe. Avant de partir à la course, il faut tout bien préparer. Parce que si vous ne pas préparer avant la course, sans préparer, vous ne pouvez pas gagner personne. Et bien sûr, comme tout se décide en famille au sein de l'association, chacun aborde sa mission avec beaucoup d'humilité. On a plus de 70 adhérents. On est en train de faire un chantier d'insertion pour les petits jeunes, parce qu'on a 2 coques à travailler. Là, c'est Welcome 1 et dans le dépôt, il y a Welcome 2, après taper. Alors les jeunes ont des activités de nautique comme les grands, c'est-à-dire pour faire passer les connaissances. Omer est le nouveau patron de l'embarcation. Gilbert Sainte-Rose a déjà inscrit son nom à tant de compétitions qu'il peut maintenant passer la main. On va danser pour Côte Caraïbe là, puis nous allons essayer de regarder comment nous peut travailler en manière bien, puis c'est jeune et puis c'est grand aussi. La mer, j'aime bien et j'ai vu que cela me plaisait bien. Donc j'ai dit pourquoi pas en faire, puis aujourd'hui je suis ici. Mais le travail de réparation est avant tout l'occasion de resserrer les liens et surtout rapprocher les générations. Les plus jeunes coursiers ont à peine 14 ans. Et les petits bobos, vieux pensés, vieux qui pas trop gros, mais les petits bobos qui peut-être qui ont endommagé le bateau à l'avenir, de jour en jour, course en course. Alors nous empêcher ça passer parce que c'est nous qui finissons là et tout produit pour nous faire. Et en général, voilà comment cela se termine, comment ça finit. Après le travail, le réconfort, un bon petit bonnet de grillé, voilà, préparé avec les bons soins du chef. Oui, là aussi. Et bon, tiens papa.
Voilà donc pour ce reportage de ces jeunes qui se préparent pour la compétition Côte-Caraïbes. Restez avec nous à suivre votre JTD, votre entier pays. À tout de suite.